Pour parler de l'actualité chargée de cette semaine, notre invité de la première partie est un patron de presse qui avance moustache au vent au cœur des polémiques de la semaine. Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart, publie aux éditions Bayard ce petit livre nommé Le devoir d'hospitalité et nous l'accueillons cette semaine sur notre plateau. Bonjour. Bienvenue chez nous Edoui Plenel. Merci d'être avec nous. S'il y a encore des gens sur cette planète qui ne vous connaissent pas, voici votre CV vidéo. Ça vous va la musique ? Oui, sympa. On a failli mettre du PNL, parce qu'à chaque fois que je dis aux gens, on a Edoui Plenel, les gens confondent avec PNL. Oui, vous n'avez rien à voir avec eux. Non, mais pourquoi pas. Voilà, mais vous êtes QLF. On va passer en revue l'actualité. Il se trouve qu'à chaque fois qu'il y a eu des actualités, les gens sortent Mediapart du chapeau cette semaine. Première actualité qui a marqué la semaine, c'est l'affaire Tariq Ramadan. Mediapart lui a consacré il y a plus d'un an une enquête en 5 volets. Est-ce que vous avez rien vu venir ? Sur les agressions sexuelles dont il est accusé par plusieurs témoignages, il y a des plaintes. Dans l'enquête de Magnodex, ce n'était pas présent. En revanche, il y avait la dimension de pouvoir de Tariq Ramadan qui était déjà présente et qui fait que beaucoup de ses proches, y compris intellectuels, ont fait leur chemin à part. Si ces faits sont confirmés, si ces violences sont confirmées par la justice, non seulement il y a les délits dont il devra rendre compte, mais il y a quelque chose de plus grave. C'est que c'est comme un prêtre pédophile, pour dire les choses franchement, si les choses étaient avérées. Il y a l'abus d'une confiance. Ces femmes, si elles ont été victimes de ces faits, ont fait confiance à un homme qui était un intellectuel spirituel, qui parlait de la foi, qui parlait de valeurs. Et ce sont des valeurs respectables que celles de la religion musulmane. Comment est-ce que vous avez vu la déferlante de haine, notamment les commentaires antisémites, traitant ceux qui accusaient Tariq Ramadan de suppôt du sionisme ? Et c'est toute cette haine déferlée sur Internet. Comment est-ce que c'est possible ? Vous savez, les réseaux sociaux charrient le meilleur, crier les informations, ce que je fais moi-même avec Mediapart. Et puis, ils amplifient les haines, ils amplifient les peurs. Parce que tout de suite, Mediapart a été pris à partie. On vous a reproché le fait d'avoir animé des conférences avec lui. Non, j'ai été une fois, et c'est la seule photo qui circule, une fois, je me suis trouvé dans une conférence à l'invitation d'une association musulmane à côté de Tariq Ramadan. De cette photo, il est dit que je serais l'ami de Ramadan. J'ai toujours dit que j'étais prêt à débattre avec lui, comme Edgar Morin débat avec lui. Et Edgar Morin n'est pas un violeur, est un intellectuel respecté, mondialement reconnu, et c'est une grande figure. Donc débattre avec quelqu'un, c'est une chose. Et puis par ailleurs, les actes intimes qu'aurait pu faire cet homme, s'ils sont en effet des délits, c'est autre chose. Et alors, ce qui est frappant pour moi, c'est que de la même manière qu'il y a des porcs, et que c'est une révolution, cette libération de la parole. De l'autre côté, il y a des loups. Il y a des loups qui chassent en meute et qui prennent ça pour parler d'autre chose. Et en l'occurrence, dans le cas de Ramadan, c'est un peu le monstre qui arrange certaines personnes, qui arrange ceux qui, en fait, sont islamophobes. Ils ont leur monstre musulman. Ils ne font pas le même déferlement sur M. Weinstein, le producteur d'Hollywood, ou sur d'autres. C'est comme si on avait dit, au temps de M. Strauss-Kahn, eh bien, tous les socialistes sont coupables. M. Valls, M. Cambadélis, qui soutenait M. Strauss-Kahn, devrait être mis au banc parce qu'il soutenait M. Strauss-Kahn. Et donc il faut faire très attention dans ce contexte à tenir les deux bouts, condamner les actes que commettent des porcs et d'autre part ne pas être du côté des loups. J'aimerais qu'on continue sur l'actualité de la semaine. Bien évidemment, on va parler de New York et des attentats. Petit rappel des faits d'attentats qui ont été marquants ces derniers temps.
Ça n'a pas l'air comme ça, mais quand on voit toutes ces dates avec des périodes qui se rapprochent de plus en plus, il y a plusieurs questions qui se posent. La première que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce qu'on traite ça? Comment est-ce qu'on ne s'habitue pas? Comment est-ce qu'on fait? Face aux réactions émotives, c'est parfois inaudible. Nous devons être comme Spinoza, ni rire, ni pleurer, comprendre. C'est notre rôle, à nous, journalistes. Et donc, évidemment qu'ils vont exporter cette guerre du faible face aux puissants. Mais qu'est-ce qu'ils veulent en faisant ça? Ils veulent s'attaquer à nos libertés, à nos démocraties. Ils veulent que nous ayons peur. Ils veulent que nous paniquions. Ils veulent que, du coup, nous mettions à nouveau, nous, en guerre, que nous cherchions des boucs émissaires, que nous fermions nos frontières. Le piège qui est tendu, le cadeau qui pourrait être fait aux terroristes, c'est justement de nous fermer, de ne plus être une société ouverte. Et il faut le rappeler, au moment de New York, que s'est-il passé le 1er novembre? L'entrée de l'état d'urgence en France dans le droit commun, la loi la plus liberticide de l'histoire de la Ve République et aujourd'hui d'Europe. Si on suit votre raisonnement, les terroristes nous attaquent pour nous priver de liberté et en réaction, l'État français vote une loi pour nous priver de nos libertés. Bien sûr, ils sont court-termistes. Mais alors comment on fait sans l'état d'urgence? Comment on fait quand il y a des attentats tout le temps? On fait un travail, les policiers vous le diront. Les policiers peuvent vous montrer que l'état d'urgence permanent et aujourd'hui dans le droit commun, c'est pas là que se joue la lutte contre les réseaux terroristes. Il faut quand même se rendre compte, aujourd'hui, tous les défenseurs des droits humains, qu'ils viennent de la droite ou qu'ils viennent de la gauche ou qu'ils soient du centre, que ce soit M. Jacques Toubon, que ce soit la Commission nationale consultative des droits de l'homme, où il y a tout le monde associatif, disent c'est casse-cou. Il y a un divorce dont vous parlez, quand vous évoquez par exemple Jacques Toubon, c'est le divorce entre le travail des associations, des militants, et un gouvernement qui n'est plus à l'écoute, qui ne serait plus à l'écoute. Quelqu'un incarne ce divorce, c'est quelqu'un dont vous parlez dans ce livre, Le devoir d'hospitalité, c'est Cédric Héroux, qui est producteur d'olives dans la Roya, qui a commis un crime, c'est d'héberger des gens. On regarde tout de suite son portrait. Ces chers messieurs, chères dames qui sont censés représenter la justice, que je ne m'arrêterai pas, je continuerai mes actions parce qu'il faut le faire. Cédric Héroux est donc chez lui, dans la vallée de la Roya, mais il a un téléphone portable, il nous a fait une petite vidéo. Bon, alors ça capte pas, parce que la Roya, il y a des gens qui parlent, il y a des olives, mais on entend quand même. Bonjour Molo Dachour, bonjour Edou Plenel, merci de prendre mon témoignage. J'ai l'impression en fait que ce qui a dérangé le gouvernement français et monsieur le préfet qui me poursuit en ce moment, je dois passer en procès contre lui le 20 novembre. Ce qui dérange, c'est non pas le fait en fait qu'on aide des personnes en difficulté, non pas le fait qu'on aide des réfugiés, des personnes en situation irrégulière, pas du tout. Je pense que c'est le fait en fait de mettre en lumière les incohérences de la gestion migratoire de la part de l'État français. Et j'ai l'impression en fait que l'État s'acharne sur des citoyens comme moi et comme les membres actifs de Roya Citoyenne parce que nous nous permettons de s'opposer à lui. Donc en fait ce serait, on m'a demandé de poser une question à Edou Plenel et sous forme de question, c'est savoir ce qu'il pense en fait de l'état de notre démocratie et de cette volonté en fait de l'État de mettre à silence une opposition une politique en fait, une politique de terrain, une politique de citoyens, une politique de concitoyens. Voilà, merci et merci de m'avoir invité. Vous y avez déjà répondu partiellement?
Le manifeste, c'est pour dire ça. C'est un manifeste qui rappelle, par son prix, combien il coûte ? 3,50 €. Par sa densité, c'est 30 pages. Ça rappelle Indignez-vous de Stéphane Hessel. C'était l'idée de l'éditeur de Bayard, qui est un éditeur, je le souligne, qui est un éditeur chrétien, qui édite le quotidien La Croix, ce qui prouve que voilà, c'est une affaire qui n'a pas une identité politique, mais qui est peut-être aussi spirituelle. Je dis dans ce manifeste que Cédric Héroux, comme les gens de SOS Méditerranée, sauvent notre âme. Il sauve l'âme de la France, de l'Europe. Vous dites surtout, un jour, on se souviendra avec honte qu'en France, au début du XXIe siècle, une démocratie, son État, ses gouvernants et ses juges ont criminalisé ce geste élémentaire d'humanité, la solidarité, alors que notre continent faisait face à un défi humanitaire sans précédent. À lire ce livre, on a l'impression qu'aujourd'hui, à la télévision, à la radio, on est en train de perdre de vue le vrai problème de l'époque. Bien sûr, c'est le sous-titre, hein, l'humanité n'est pas assignée à résidence. Je rappelle que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, faite après la catastrophe européenne, on a le droit de quitter le pays où on est né. On a le droit de choisir un autre pays. Il y a un hasard de la naissance, et parfois un hasard malheureux de la naissance. Nous, les Européens, nous avons abusé et usé de ce droit à nous projeter sur le monde. C'est le propre de l'humanité de se déplacer, c'est le propre de l'émancipation. Je ne suis pas enfermé dans mon lieu de naissance, dans mon lieu d'appartenance. Je plaide dans ce livre contre cette formule terrible des politiciens, la misère du monde. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais ce n'est pas la misère du monde. J'étais en Guinée il y a quelques jours avec des confrères, et il y a une diaspora guinéenne après la dictature et pendant la dictature formidable. Mais quand même, c'est pas la misère du monde, ce sont des héros. Ils veulent vivre dignement, tous ceux qui frappent à notre porte. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous traite de bisounours ? Mais je ne suis pas un bisounours. Je pense que nous, Cédric Héroux, cette société qui agit est plus réaliste que nous gouvernants. Là, j'ai l'impression d'entendre la homepage du site Mediapart. Mais oui, mais c'est très juste ce que vous dites, parce que, au fond, Mediapart, on a un accord de valeur là-dessus. On est un journal sans frontières, c'est un journal numérique. C'est aussi un journal en ligne à l'époque où la dictature du clic règne, c'est-à-dire que souvent on fait des news très courtes pour générer des vues, qui génèrent des publicités, parce que la publicité, c'est souvent programmatique, c'est-à-dire que c'est Google qui dit vous faites tant de vues, on va vous donner tant d'argent. Vous avez résisté à ce modèle, mais il y a quand même des gens qui ont investi chez vous, comme Xavier Niel, qui était sur notre plateau, qui en parlait. À chaque fois qu'il y a eu des nouveaux projets de presse ou des journaux en difficulté ou des chaînes de télévision en difficulté ou des chaînes de télévision nouvellement créées, j'ai toujours été ravi de participer économiquement sans jamais chercher à en avoir le contrôle. Donc je n'ai jamais eu un média dans lequel je me suis retrouvé en contrôle. Et j'ai toujours souhaité être associé où que ça soit. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen d'avoir bonne presse, d'avoir mis un ticket dans tous les journaux ? Bah écoutez, je suis actionnaire. Je crois que j'ai un niveau d'actionnariat pas très éloigné, je sais pas, chez Mediapart par rapport au Monde un petit peu inférieur. Je suis plutôt pas bien traité par Mediapart. Et si vous regardez Le Monde, je crois que ni Mathieu, ni Pierre, ni moi n'avons eu des articles sympathiques. Vous confirmez ? Non, il n'est pas actionnaire de Mediapart, contrairement à ce qu'il dit. Il est l'un des 88 membres de la Société des Amis de Mediapart. Donc il n'est pas actionnaire direct de la Société des Amis. Il y a un président, c'est un mathématicien. Deuxièmement, quand il a accepté à Mediapart, il n'était pas encore l'homme de la téléphonie. Cet oligarque si puissant, avec tous les conflits d'intérêts que ça représente, parce que c'est l'État qui vous donne une autorisation d'avoir une licence téléphonique. Et juste au moment où ça devait avoir lieu, j'ai été le voir, on avait encore besoin un petit peu d'argent. Et là, il a dit « je passe mon tour ». Je passe mon tour parce que je ne veux pas déranger. Et vous voyez bien, c'est-à-dire cet homme était très libre quand il était simplement fournisseur d'accès Internet. Il venait d'en bas et tout. Puis quand il a voulu plus, et dans notre pays, ce capitaliste de la barbichette, l'État, les grands oligarques et tout ça, à ce moment-là, il a passé le tour.